Oui, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à la commission intelligence artificielle et des spécifiques de Lyon. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marie-France Calu, maître de conférence honoraire en droit à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui va nous parler d'un aspect particulièrement important du développement de l'intelligence artificielle, qui est l'aspect concernant les questions juridiques et éthiques de sa mise en œuvre. Bienvenue Madame Calu, c'est à vous. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir, effectivement, on m'a demandé de vous présenter quelques aspects, parce qu'il est bien évident que c'est à peine quelques éléments, j'allais dire quelques miettes de tout ce qu'il y a à dire sur l'intelligence artificielle d'un point de vue juridique et éthique. La première chose, c'est de savoir de quoi l'on parle. Il faut une définition. Il y en a une multitude de définitions. Donc, j'ai choisi une définition officielle, qui est celle de la Commission européenne, et qui énonce que l'intelligence artificielle désigne les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. En termes simples, continue la Commission, l'intelligence artificielle associe des technologies qui vont combiner des données, des algorithmes et des puissances de calcul. Juste un instant sur cette définition. La Commission européenne parle de système, pas de problème, sauf que les systèmes, il faut bien être conscient qu'ils peuvent prendre schématiquement deux formes, soit des algorithmes, c'est-à-dire une notion extrêmement immatérielle, soit des machines type les robots. Donc c'est quelque chose, des systèmes, qui est extrêmement complexe. Et puis, la Commission européenne fait allusion à la notion de comportement intelligent. L'un des points qui est important et qui soulève des polémiques absolument passionnantes entre les spécialistes, c'est le terme même d'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est d'abord l'intelligence humaine, donc elle est naturelle pour les humains. Or, puisque l'on va parler de robots ou que l'on va parler d'algorithmes, et les deux, est-ce que ces robots ou ces algorithmes peuvent être intelligents ? La Commission parle de comportement intelligent. Or, l'une des grandes questions, mais j'y reviendrai rapidement, c'est est-ce que des algorithmes qui sont créés par les humains, des robots qui sont créés par les humains, c'est donc l'intelligence de l'humain qui va être donnée aux algorithmes et aux robots, est-ce que ces algorithmes et ces robots peuvent être dits intelligents, puisque ce sont les humains qui leur ont donné leur propre intelligence? La notion même, la qualification d'intelligence artificielle, le caractère artificiel, est quelque chose qui est extrêmement discuté par les spécialistes. Ensuite, quel rapport entre le droit et l'intelligence artificielle? Alors, juste un tout petit rappel, parce que, en tant que juriste, le nombre de fois où j'entends « si seulement il n'y avait pas de droit, la vie serait tellement plus belle et tellement plus agréable », peut-être, je ne sais pas. Je voudrais juste rappeler que personne n'impose aux humains d'avoir du droit. Simplement, dès qu'il y a deux humains, il faut une règle du jeu, et même quand on est tout seul, on se fait sa propre règle du jeu, c'est-à-dire que le droit est partout, parce que les humains ont besoin de droit. La grande question par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que depuis les premiers textes que l'on a, alors le Code d'Hammurabi 1700 avant notre ère, il est intéressant parce qu'il n'a pas été écrit sur papier. Le papier n'existait pas et de toute manière il n'aurait pas subsisté, mais il est gravé sur des stèles en pierre. Et depuis Hammurabi jusqu'à ces dernières années, disons après la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de tous les textes que l'on avait, quelles que soient les époques, étaient des textes qui étaient faits par les humains et pour les humains. Donc, l'humain était l'origine et le cœur du droit. Tout le reste, les machines, les objets, les animaux, n'étaient qu'au service de l'humain. Or, avec l'intelligence artificielle, l'humain va transférer à des algorithmes et à des robots une multitude de tâches que lui-même faisait dans son cerveau et que l'on appelle l'intelligence dite artificielle, et le droit doit s'adapter au fait qu'il va avoir, lui, le droit comme interlocuteur, toujours les humains, et heureusement, mais il y a aussi le sosie
si je puis dire, des humains, les robots et les algorithmes. Et ça ne va plus être la même chose. Et il faut donc que le droit s'adapte à cela. Le droit est obligé d'avoir toujours les humains comme principale cible, mais également ce double qu'est l'intelligence artificielle. Alors, je vous ai mis très rapidement, on a beaucoup parlé de pandémie ces derniers temps, on est bien d'accord. Alors, juste quelques exemples. Les plateformes numériques qui ont permis à la fois de mettre en place un télétravail extrêmement rapidement, qui est passé par les algorithmes, de soutenir l'économie, de faire le suivi, le traçage des patients concernés, qui a été un apport absolument considérable pour la création des vaccins. Donc, l'intelligence artificielle, avec la pandémie, a trouvé un champ d'application absolument extraordinaire. Je vais vous passer trois slides extrêmement rapides, mais je voudrais vous les expliquer. Encore une fois, l'intelligence artificielle, elle est récente. Et le développement que les questions seront posées à la fin. Pardon? Excusez-moi, je vous interromps juste 5 secondes pour préciser aux auditeurs qui peuvent mettre leurs questions sur le chat et qu'on les regroupera à la fin de votre intervention. Excusez mon intervention. Non, non, je vous en prie. Je vous en prie. Donc, juste, je vais vous montrer 3 slides pour vous dire que le droit en France, en Europe et dans le monde bouge énormément pour essayer de s'adapter à ces questions de l'intelligence artificielle. Les textes que je vous ai cités, ce sont quelques-uns des textes, ceux qui m'ont semblé les plus intéressants, mais il y en a une multitude d'autres. En France, il y a eu, le 7 octobre 2016, une loi extrêmement importante intitulée « Pour une république numérique ». Et cette loi s'articule autour de 3 éléments principaux: la protection de la circulation des données, et je vais y revenir parce que par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un point extrêmement difficile, la lutte contre les risques, et je vais y revenir sur les risques présentés par l'environnement numérique, et puis l'égalité d'accès au numérique. Pensons à toutes les personnes, soit par leur âge, soit par leur maladie, soit par leurs questions financières, qui n'ont pas accès au numérique et qui se trouvent exclus de tout cela. Cette loi a chargé la CNIL de mener une réflexion sur les nouvelles technologies, la loi de 2016. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a rendu ce fameux rapport le 15 décembre 2017. Je conseille à toutes les personnes qui sont intéressées par ces questions de le trouver sur Internet. Ce rapport s'intitule « Des enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle ou comment permettre à l'homme de garder la main ». Rapport absolument passionnant. Et puis, dernier texte français, mais encore une fois, parmi les plus importants, le 20 juin 2018, la France a voté une loi qui met à jour une autre loi. Vous avez certainement entendu parler de la loi informatique et liberté de 1978. Or, et je vais y revenir dans un instant, l'Europe a publié ce qu'on appelait, vous avez tous entendu parler de cette chose extraordinaire qui a posé des problèmes monstrueux, le Règlement général pour la protection des données, le RGPD, qui a obligé la France à mettre à jour sa loi informatique et liberté par rapport au numérique. En Europe, le fameux RGPD 2016, qui donne des règles communes à l'ensemble des pays de l'Union européenne pour la protection des données. Encore une fois, l'intelligence artificielle, l'une des problématiques principales, pas la seule, c'est la protection des données personnelles. Et puis, le 19 février 2020, la Commission européenne a publié là aussi un livre blanc passionnant qui s'intitule « L'intelligence artificielle, une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance ». Nous avons le rapport européen de la Commission nationale informatique et liberté et nous avons, si je puis dire, son équivalent, mais vu au niveau de l'Union européenne. Et puis, tout récemment, le 20 janvier 2021, le Parlement européen a voté une résolution sur l'intelligence artificielle, les questions relatives à l'interprétation et à l'application du droit international. Donc nous avons ici, pour les personnes qui sont intéressées, 3 textes européens, là encore aussi passionnants que les textes français. Et puis au niveau mondial. Au niveau mondial, 2 choses. D'abord, le 5 août 2021, tout à fait récemment, vous connaissez le G20, bien entendu. Le G20 s'est réuni à Trieste, en Italie,
Et l'une des problématiques principales était l'économie numérique. Le 5 août 2021, une déclaration a été signée par les ministres des pays qui participent au G20, et cette déclaration sur l'économie numérique identifie 12 actions permettant d'accélérer la transformation numérique à l'échelle mondiale. Donc, vous voyez bien qu'on a l'échelle française, l'échelle européenne et bien évidemment l'échelle mondiale. Alors, je vous ai mis juste l'un des éléments sur comment tirer parti d'une intelligence artificielle digne de confiance. Je vais y revenir dans un instant sur cette notion de confiance pour les PME et les startups. Et puis, beaucoup plus, pardonnez-moi, très intéressant. En novembre 2021, donc ça va arriver, l'UNESCO, vous savez, cette agence spécialisée de l'ONU dont le siège social est à Paris et qui s'occupe des sciences, de la culture et de l'éducation, l'UNESCO, dans sa conférence générale, va vraisemblablement adopter une recommandation sur le développement et le déploiement éthique de l'intelligence artificielle. Alors, il faut se rappeler que l'UNESCO est la seule instance mondiale chargée des questions éthiques en matière d'éducation, de sciences et de culture. Je vous l'ai remis, l'UNESCO, c'est les 195 États du monde qui sont répertoriés par le Conseil de sécurité, avec 9 membres associés. Ce qu'on appelle les membres associés, ce sont des plus petites entités comme certaines îles, etc. Donc l'ensemble du monde est concerné, et cette recommandation sur le développement et le déploiement éthique de l'intelligence artificielle abordera en particulier les questions de transparence, de responsabilité, de vie privée, de culture et de santé. Tous ces éléments, je vais les retrouver dans les questions qui se posent par rapport à l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations de l'UNESCO, le terme le dit bien, ce sont des recommandations, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun pouvoir direct, automatique sur les États. Sauf qu'en conférence générale, les États vont l'adopter. Ces 195 États vont l'adopter. À partir du moment où un État l'adopte, encore une fois, il n'y a pas d'obligation directe, mais les États l'ayant adopté s'engagent à en tirer les conséquences dans leur propre législation, la France comme les autres. Donc cette recommandation, c'est pour ça que je l'ai mise en dernier, et je vous ai dit, elle est absolument essentielle. Il faudra vraiment bien la regarder quand elle va être adoptée et voir comment chaque pays va s'en saisir, en particulier la France. Alors voyons maintenant de quelques questions posées par l'intelligence artificielle. Je vous prie de m'en excuser par avance, j'en ai pris quelques-unes, il y en a des multitudes. Je vais essayer de vous en commenter, mais sachez bien que ça ne se résume pas à ça. Alors, je suis partie, pour les premières, du rapport de la CNIL dont je vous ai parlé, qui pose 6 problématiques principales. Première problématique, et elle est première, et effectivement, c'est peut-être la plus fondamentale. Comment conserver l'autonomie humaine au défi de l'autonomie des machines? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence dite artificielle, ce sont des algorithmes et des robots qui sont créés par les humains. Mais les humains vont créer ces robots et ces algorithmes pour que ces robots et ces algorithmes aient une autonomie, une propre autonomie. Or, comment faire pour que l'autonomie humaine garde la main, si je puis dire, sur l'autonomie des machines? Alors, vous savez, dans les films de science-fiction, on a toujours une multitude de films où les machines prennent la main sur les humains, vous en avez comme ceci, et en définitive, les humains sont réduits à l'esclavage. C'est, je l'espère, de la science-fiction. Il n'empêche que la question de l'autonomie humaine et de l'autonomie des machines est absolument essentielle. Je vous donne en matière médicale un exemple très simple. Vous savez qu'il y a les fameux robots qui sont des robots en particulier qui aident à certaines interventions chirurgicales, qui sont dits robots apprenants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'intervention se fait, le robot avec le chirurgien, mais le robot va se mettre, si je puis dire, au pas de ce qui se passe sur le patient. Et l'une des questions, et il y a eu un problème une fois, c'est lorsque le robot, si je puis dire, prend la main,
et fait des choses qui ne correspondent pas à ce qu'il fallait. Donc, cette notion d'autonomie humaine est très importante et le rapport rappelle que les humains confient de plus en plus de tâches et de raisonnement aux algorithmes et aux machines, dans la mesure où les humains considèrent les algorithmes et les machines, donc les robots, comme neutres et infaillibles. Mais cette notion de neutralité et d'infaillibilité, elle est extrêmement interrogeante. L'infaillibilité, est-ce qu'on peut dire que toute machine est infaillible? Et la notion de neutralité. Alors la neutralité, c'est le deuxième point, les biais, les discriminations et les exclusions. Soyons clairs, soyons simples. Tout humain, quel qu'il soit, moi comme vous comme moi, on a tous des biais. On n'est pas infaillible, on n'est pas neutre. Et heureusement qu'on n'est pas neutre. À partir de là, quand on crée les algorithmes et quand on crée les robots, qu'est-ce qui prouve que les créateurs des algorithmes et des robots, bien involontairement ou pas, si l'on est par exemple dans une démarche un petit peu sectaire, qu'est-ce qui montre que ces algorithmes ne reproduisent pas des biais qui sont ceux des humains qui les ont créés. Donc la notion de biais, qui est la deuxième problématique soulevée par la CNIL, est quelque chose de très important avec les discriminations et les exclusions qui peuvent être des biais. Troisième problématique, celle de la fragmentation algorithmique. Je vous ai mis que quelques mots ici, et c'est d'autant plus intéressant que c'est l'une des problématiques juridiques fondamentales. Quand on crée ces intelligences artificielles, que doit-on faire prédominer? L'intérêt individuel, les intérêts individuels, par exemple l'intérêt de chaque patient, ou les intérêts collectifs. Alors je ne vais surtout pas rentrer dans le débat, mais la question de la vaccination obligatoire ou pas, en fait, est exactement là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire prédominer? Nous, en droit, c'est la distinction entre le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est l'intérêt des personnes, le droit public, c'est l'intérêt collectif. Quatrième problématique, pour que l'intelligence artificielle, pour que les algorithmes fonctionnent, il faut qu'ils soient nourris par une multitude de données. Il faut qu'ils apprennent et qu'ils soient nourris en permanence par ces données. Comment protéger ces données? Il faut à la fois qu'on leur donne à ces algorithmes, mais il faut en même temps protéger toutes les données personnelles. Cinquième élément qui est soulevé par la CNIL, il faut non seulement qu'il y ait un panel considérable de données, mais il faut que ces données soient fiables. Alors, il faut que les données soient neutres, on l'a vu, il faut qu'elles soient infaillibles, mais il faut qu'elles soient fiables. Quelle est la définition d'une donnée fiable? Et puis, sixième problématique soulevée par la CNIL, l'identité humaine au défi de l'aide. Alors, je vous ai donné une des phrases de la CNIL, et je vous la livre. L'idée d'une spécificité humaine irréductible, l'humain est humain et rien ne peut le toucher, se voit questionnée par l'autonomie grandissante des machines ainsi que par l'apparition de formes d'hybridation entre les humains et les machines. Faut-il et est-il possible de parler au sens propre d'éthique des algorithmes? Je vais y revenir tout à fait à la fin. Comment appréhender cette nouvelle classe d'objets que sont les robots humanoïdes susceptibles d'engendrer chez l'homme des formes d'affect? Deux exemples dont vous avez certainement entendu parler. Le premier, vous savez qu'au Japon, un homme japonais, a décidé de se marier avec un robot femme humanoïde. Il a trouvé que ce robot femme humanoïde, a priori, présentait moins de danger qu'une femme humaine, dans la mesure, alors je ne fais que répéter ce qu'il a dit, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça, dans la mesure où, pardonnez-moi ce détail, il n'y a pas besoin de contraception, et la deuxième chose, a priori, elle ne le trompera pas. Donc, on peut aimer une femme humanoïde, c'est beaucoup moins dangereux par rapport, encore une fois, à ce que disait ce japonais. Je ne suis pas d'accord, mais c'est autre chose. Et puis, si l'on prend de manière plus directe dans les EHPAD, vous savez, tous ces petits robots sous forme d'animaux, sous forme d'humanoïdes, que l'on
que l'on va donner aux personnes, en particulier aux personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, et la notion d'affect est très importante. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, peuvent s'y attacher. Je participe, enfin, j'ai participé plus exactement à certains mouvements, et en particulier à la direction d'une thèse sur l'introduction des animaux dans les EHPAD, et j'avoue que le fait de remplacer des véritables animaux par des robots, moi, me soulève un problème humain, affectif et juridique. Mais je ne fais que soulever le problème. 3 autres points, très rapides, cette fois-ci par rapport au rapport de la Commission européenne. Toujours dans les risques, la Commission européenne fait tourner tout son rapport, si je puis dire, toute une partie de son rapport sur la notion de risque présentée par l'intelligence artificielle. Risque par rapport au respect de la vie privée, c'est tout le problème des données. Encore une fois, l'intelligence artificielle a besoin pour être créée et pour se nourrir de données. Or, ces données, elles vont toujours toucher la vie privée, les notions éventuelles de discrimination par rapport à la création, d'erreurs, je l'ai vu. Deuxième type de risque, pour le bon fonctionnement du régime de responsabilité. Alors ça, d'un point de vue juridique, c'est absolument passionnant. À partir du moment où il y a j'allais dire, un double des humains, lorsqu'il y a un problème avec des algorithmes, avec un robot, qui est responsable? Quelle est l'autonomie du robot? Les humains ont une responsabilité, ont des assurances, mais qui est responsable si le robot, entre guillemets, a pris son autonomie? Qui est responsable? Et puis, je vous ai mis comme troisième, alors là, c'est pas dans le rapport, mais quand même, je voulais vous le rappeler. Vous vous souvenez certainement qu'en 1942, donc c'est quand même un tout petit peu ancien, Asimov, qui a écrit toute une série d'ouvrages, là aussi, pour ceux qui aiment les robots, c'est le b.a.-ba, j'allais dire, ce sont les fondamentaux, a créé ce qu'on appelle les lois d'Asimov. Je vous les rappelle juste. Il y a 3 lois. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi, celle qui veut qu'un robot ne porte pas atteinte à un être humain. Troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec les 2 premières lois. Ces 3 lois d'Asimov, et ce que je vais vous dire n'est pas une critique, c'est juste un constat. Vous savez qu'il existe un certain nombre de drones militaires qui peuvent éventuellement tuer. Mais comme les militaires peuvent tuer, hein, nous sommes dans un régime particulier, les lois d'Asimov se posent dans ce cas-là, mais se posent aussi par rapport à un autre élément. Vous savez, les voitures actuellement, donc on est en train de tester, les voitures sans conducteur. Les voitures sans conducteur, c'est un robot. Les lois d'Asimov sont ici. Or, l'une des questions qui se pose, la voiture sans conducteur se trouve face, en urgence, à un problème où vous avez soit la voiture continue tout droit et elle va tuer un piéton ou un cycliste, soit il faut la faire partir, elle doit choisir de partir et à ce moment-là de rentrer dans une autre voiture ou dans un commerce qui est à côté. Comment va-t-on lui faire choisir, sur la base de quoi? Les 3 lois d'Asimov, elles sont absolument actuelles. Et puis, très rapidement pour terminer, je vous ai mis quelques éléments de l'intelligence artificielle par rapport à la santé, avec 4 points de vigilance parmi beaucoup d'autres. Pour les patients, la notion d'intelligence artificielle, c'est une question de fiabilité des résultats, de simplification à l'accès des informations. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et en particulier de résultats qui se font par l'intelligence artificielle, qui sont donnés. De plus en plus, on se demande s'il ne faut pas que l'on mette sur les résultats, que l'on signale aux patients le fait que les résultats ont été faits par un élément des algorithmes et non pas revus forcément par un humain. Responsabilisation du patient pour sa santé. Là, je me place du côté du patient qui, de plus en plus, mais comme les non-patients, hein, se sert d'objets connectés. Les montres, les machines, les balances, etc. Comment faire pour que le patient soit responsabilisé, soit capable de maîtriser ces objets connectés?
Quel impact sur l'information donnée au patient? Je vous l'ai dit, sur sa compréhension, son autonomie, sur la codécision. Cette notion encore une fois, d'un tiers, c'est quelque chose qui est important et je vous l'ai mis ici. Pardon. Le patient avait, on parlait effectivement du patient qui parlait à son médecin, mais le patient va parler à son médecin avec un tiers qui est l'intelligence artificielle. Deuxième élément pour les professionnels, je me dépêche parce que je vois que le temps tourne, l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps formidable pour les examens, pour les résultats, pour la précision, pour l'ampleur des résultats. C'est vraiment quelque chose qui est formidable, qui crée de nouveaux métiers, qui va en supprimer d'autres. Mais l'une des réflexions, c'est la peur d'une perte de réflexion humaine, de regard humain sur les résultats. On a un petit peu la même peur qu'avec parfois la prise en compte des protocoles, où certains protocoles sont appliqués de manière trop automatique, alors que le droit dit attention, un protocole n'est jamais obligatoire, il faut toujours le comparer à l'état du patient. Et on a peur un petit peu, d'un point de vue juridique, qu'il y ait le même problème avec l'intelligence artificielle, tout au moins les résultats donnés, avec la notion de responsabilité médicale. Et je vous l'ai dit, lorsqu'il y a un problème, par exemple, avec un robot chirurgical, qui est responsable? Le concepteur du robot, l'utilisateur, comment fait-on? Et là, il y a vraiment toute une part du droit qui est en train de se créer. Pour le colloque singulier, le colloque entre le professionnel de santé et son patient, et je vous l'ai déjà dit, maintenant c'est un colloque triangulaire, lorsqu'il y a l'intervention de résultats par l'intelligence artificielle. Le droit distingué jusqu'à présent les sachants, vous les professionnels de santé, vous êtes des sachants par rapport à nous les patients, et les patients qui sont, si on est patient, c'est qu'on a un petit problème, donc on est des personnes vulnérables. Le droit rappelle qu'il ne faut, alors je vais être un petit peu impertinente, pardonnez-moi, je m'adresse à des professionnels de santé, donc après vous pourrez tirer à vue si vous voulez et comme vous le voulez. Le droit rappelle qu'il faut que l'intelligence artificielle soit d'abord au service des personnes vulnérables avant d'être au service des professionnels de santé. Et puis, il ne faut pas que les androïdes deviennent des alibis. Je pense, quand je vous ai mis cette phrase, à certaines choses qui se passent dans certains EHPAD, pas tous, Dieu merci, où le fait de mettre des androïdes, des petits robots androïdes avec les patients fait que on va beaucoup moins leur parler parce que de toute manière, les androïdes vont remplacer tout ça. Et enfin, pour la démarche éthique, et je m'arrête après ça, le code de la santé publique, qui est donc votre code de référence, renvoie en permanence à l'éthique comme référentiel de votre réflexion. On ne peut pas distinguer l'éthique du droit. Donc là où il y a éthique, il y a droit, là où il y a droit, il y a éthique. Or, l'intelligence artificielle en médecine soulève, je vous l'ai dit, de nombreuses questions. Je vous en ai mis trois d'un point de vue éthique pour terminer. Peut-être, je suis avec une grande prudence, mais je ne dis pas que ce n'est pas ça. Peut-être que l'intelligence artificielle va permettre plus de justice par la neutralité des algorithmes. Je vous ai déjà soulevé le problème de la neutralité. Mais avec éventuellement une perte du libre arbitre et d'une individualisation des décisions. Peut-être que certains professionnels de santé se diront c'est tellement fiable, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de remettre en cause, j'ai pas besoin de m'interroger. Et d'un point de vue éthique, certes il y aura peut-être plus de justice, mais il peut y avoir un risque par rapport à l'autonomie du patient. Plus de rapidité dans le traitement des données médicales, mais un risque d'une forme de déresponsabilisation des professionnels. Et puis, la notion de fiabilité de l'autonomie des données des robots, la transparence, encore une fois, c'est toute la question. L'intelligence artificielle, les algorithmes, les robots sont créés par les humains. Et la question première, c'est quelle est la transparence, la fiabilité, l'indépendance, la neutralité de cette création. C'est pourquoi certains parlent déjà d'un serment d'Hippocrate pour les data science. Voilà, je vous remercie, j'ai essayé d'être le plus rapide possible et de tenir dans mon délai, je crois que c'est bon. Je vous repasse la parole et je vous remercie. Merci à vous, un très grand merci pour ce brillant exposé. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent mettre les questions sur le chat.
J'allais te proposer, Pascal, de poser tes questions directement puisque tu en as mis beaucoup. Peut-être que ce sera plus sympa de le faire à l'oral directement, si tu veux. Oui, parce que je vois rien, moi, là. D'accord. Première question. Est-ce qu'il ne faut pas éviter l'intitulé intelligence artificielle et simplement remplacer par modélisation? C'est pour ça que j'ai soulevé tout de suite, en premier, j'ai soulevé cette question. C'est une énorme discussion au niveau mondial sur la terminologie d'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas, c'est une discussion. Les scientifiques au niveau mondial ne sont pas d'accord entre eux, donc moi, je ne peux pas dire que je peux pas avoir un avis direct là-dessus, mais c'est vrai que ça interroge beaucoup cette notion d'intelligence artificielle. Ça l'interroge également sur le plan scientifique et pas uniquement sur le plan éthique. Et entre autres, je pense que ça présente le risque d'oublier tout ce qui a été développé dans des disciplines connexes, comme s'il y avait un redémarrage à zéro de la recherche et de la science du fait de la possibilité aujourd'hui de développer spécifiquement l'IA. J'ai une autre question qui n'est pas très loin, qui concerne votre domaine juridique et éthique. C'est est-ce que la frontière entre le droit public et le droit privé doit être déplacée du fait des développements de l'IA? Ou est-ce qu'au contraire, l'IA doit être envisagée comme une évolution technique qui s'intègre dans une réflexion juridique, éthique et philosophique globale? Si je commence juste par la notion de droit privé, droit public, et Dieu sait que encore aujourd'hui, dans les facultés de droit, on fait bien la distinction entre le droit public et le droit privé, on est privatiste ou on est publiciste, on sait bien que dans la pratique, la distinction est beaucoup moins évidente. Si je prends votre domaine, qui est le domaine de la santé, les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du droit de la santé sans faire en même temps du droit individuel, du droit privé, par exemple pour les patients, leur droit individuel, mais aussi du droit public, c'est-à-dire l'organisation de la santé, c'est du droit public. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, il me semble que on peut répondre de deux façons qui vont être totalement différentes, mais qui en fait reviennent au même. Bien sûr qu'il y a automatiquement du droit privé, c'est-à-dire la protection des intérêts individuels, et du droit public, on ne peut pas l'éviter. Et c'est normal, les deux ne se confondent pas. Et l'intelligence artificielle va obligatoirement devoir être vue à la fois sous l'angle des intérêts privés, comment protéger mes données personnelles qui vont être mises dans les algorithmes, mais aussi au niveau collectif, parce que l'État, tous les États, le monde entier, a besoin de ces données. Donc on ne peut pas, les deux existent, mais on ne peut pas les séparer. Et l'intelligence artificielle passera obligatoirement par ce double regard. Pierre, tu as une question ou j'en pose une dernière? Ouais, je te laisse peut-être en faire une dernière. Tu en avais d'autres ou moi je voulais peut-être demander si je peux me faire une toute petite question, mais qui est assez proche. Est-ce que c'est vraiment des questions juridiques nouvelles ou est-ce que c'est des questions juridiques qui sont apportées à chaque fois par toute innovation technique un peu importante comme, je ne sais pas, les machines à vapeur, l'automobile La question, à chaque fois qu'il y a une innovation, la question est nouvelle dans la mesure où c'est quelque chose qui n'existait pas avant. En ce sens, c'est nouveau. Mais ce que l'on va faire, dans toute la mesure du possible, c'est tenter de trouver des solutions à ces éléments nouveaux avec des principes généraux du droit qui existent déjà. Ce qui est, quand j'interviens avec des jeunes qui ne connaissent pas le droit, je leur explique toujours et je leur dis, allez lire sur Internet, et on trouve sur Internet le fameux Code d'Hammurabi, 1700 avant Jésus-Christ. On l'a en traduction aujourd'hui et en français, ce qui est beaucoup plus simple, parce que c'était du sumérien. Or, on est frappé de retrouver des éléments 1700 avant Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire que ça fait presque 4000 ans, et les conditions n'étaient absolument pas les mêmes. On retrouve des principes juridiques qui sont encore valables aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a une question nouvelle, parce qu'il y a une technique nouvelle, parce qu'il y a, etc., l'intelligence artificielle en fait partie, certes, la technique est nouvelle, mais on va essayer de trouver, sur des principes humains fondamentaux, comment essayer de trouver des solutions.